Nous, on a choisi en fait comme axe de développement de produits d'utiliser des PME ou des ETI, des trucs qui ont déjà des outils industriels, qui ont des savoir-faire importants. Et c'est très important parce que ça nous permet de sortir du prix. Sortir du prix. La clé pour que le produit soit bon, c'est les ingrédients. Donc il fallait en fait aller du côté des ingrédients. Donc là, alors, on a fait un travail absolument incroyable. Et du coup, on a fabriqué tous les produits en filière. Ce qu'on appelle en filière, c'est qu'on sait d'où viennent les ingrédients, comment ils sont faits, et on apporte de la valeur en aidant en fait, en se faisant accompagner aussi par des associations, grandes associations, pour notamment l'agroécologie, de les aider à fabriquer. Donc là, ton kuchi, bah écoute, le champ de blé, c'est pas des composants chimiques qu'il y a dedans, on n'a pas mis d'intrants chimiques, ce sont des algues. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Vous l'avez déjà entendu ici même, la distribution alimentaire vit une révolution en ce moment. Avec nos différents invités, nous nous sommes intéressés aux dark stores et leurs promesses de livraison ultra rapide, aux marketplaces qui permettent de faire ses achats online auprès de ces commerçants de quartier, aux spécialistes de produits bio et à la grande distribution traditionnelle qui cherche à se rapprocher au mieux des nouveaux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelque chose de nouveau, une DNVB alimentaire. Oui, vous m'avez bien entendu, une marque alimentaire qui gère tout de A à Z, c'est-à-dire de l'élaboration et la fabrication de ses produits jusqu'à leur livraison chez le consommateur final. Mon invité est un entrepreneur récidiviste, un homme dont le nom évoque le succès à lui tout seul. Je veux parler de Christian Georges, entre autres cofondateur de Vestiaire Collective. Et Christian vient de se lancer dans une nouvelle aventure qui s'appelle Omi et compagnie. Omi, c'est une gamme de produits alimentaires de tous les jours, 100% transparents dans le prix et leur fabrication, qui rémunèrent dignement les producteurs et ceux qui les transforment, le tout à prix abordable. L'ambition d'Omi, remettre à plat la répartition de valeur pour favoriser l'émergence massive d'une agriculture durable. Rien que ça. Vous le comprenez aisément, nous ne sommes plus dans la seule distribution, mais bien au-delà. Et je ne sais pas si Omi a vocation à devenir entreprise à mission ou même Bicorp. Toujours est-il que sa mission est engageante et engagée. Mais avant de commencer, Christian, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr, ravi d'être là Cyril, merci beaucoup pour l'invitation. Je rajouterais 2 choses sur Omi. On est né Bicorp, donc le dépôt des statuts le premier jour, il y avait déjà les petites phrases qui disaient qu'on allait faire attention et qu'on allait driver l'entreprise comme une entreprise qui a de l'impact et qui veut faire attention à ce qu'elle réalise. Et la deuxième chose, c'est qu'on aurait pu parler du goût aussi. Ouais. Parce que tout en haut du cahier des charges, en fait, il faut que les produits aient des goûts fabuleux. J'ai pas pu tout dire dans l'introduction, il fallait que je t'en laisse un petit peu. Non, mais tu as raison de préciser ce qui est important et on va revenir là-dessus. On va parler comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais du marché, de la promesse de... la proposition de valeur d'Omi et puis comment vous gérez la relation avec les consommateurs. Mais avant, beaucoup de gens te connaissent déjà, mais rappelle-nous un peu qui tu es, ce que tu as fait, juste pour recontextualiser ta prise de parole. Oui, bien sûr. Je suis parisien, ou presque, j'habite en banlieue parisienne. J'ai 46 ans, 4 garçons.
J'ai commencé à entreprendre à 22 ans, un peu par hasard, sur les bancs de la fac, et j'ai jamais arrêté. Donc voilà, je suis de ceux qui n'ont jamais été salariés dans une structure. T'as fait une fac de quoi? C'est quoi la formation? J'ai fait une fac d'éco, mais je l'ai arrêté en cours puisque Ok. j'avais monté une boîte et que c'était bien plus passionnant Ouais, que de ouais, je continuer comprends. l'économie en fait. Ouais. Et même si j'avais un vrai intérêt pour l'éco. Mais et je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai fait, pour faire simple, en fait, du marketing 360, plutôt orienté branding au départ. Très rapidement, j'ai commencé à faire de l'internet. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire du e-commerce. Plutôt côté outils, site internet, web agency intégré, avec des gros frameworks qu'on crée, propriétaires, avec Alexandre Cognard, mon associé de presque toujours. Et c'était très intéressant, mais on avait vraiment cette ambition avec Alexandre d'aller chercher un truc plus start-up. On avait vraiment envie de vivre une aventure intense, exaltante, hein. Et on a rencontré les fondateurs de Vestiaire Collective. En fait, on a fait naître la boîte tous ensemble avec Sébastien, Sophie, Fanny et Enrique. Et on a passé 10 ans à faire grandir ce gros bébé, Vestiaire Collective, en France, en Europe, aux États-Unis, à Hong Kong. Donc aventure absolument exaltante. Donc là, je suis dans la marketplace pure, C2C, avec un univers qui est le métier de vestiaire collectif, c'est de montrer en fait que tu peux faire de la seconde main, y compris dans le haut de gamme, dans le luxe en fait. Et on a fait ça pendant 10 ans, en créant toutes les technos, tous les outils. Donc c'était vraiment absolument fabuleux comme aventure. Ouais, je viens d'enregistrer, en fait, je l'ai diffusé, c'est le dernier épisode, dans la seconde main et le luxe, l'interview du PDG de Crésus. Crésus, c'est le site qui permet d'acheter des montres de luxe de seconde main. Donc, effectivement, la seconde main, et le luxe, on peut se demander si c'est pas un peu euh, la formule magique en ce moment. Quand tu vois des LVMH qui sont au top de leur capitalisation boursière, qui est la première capitalisation boursière d'Europe, et puis il n'y a pas une semaine où on n'entend pas un acteur économique, j'entends par là un distributeur, une marque, se lancer dans la seconde main. Les Redoutes et autres, avec la Reboucle, Petit Bateau, enfin tout le monde se lance dans la seconde main. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu Ouais, bah le, on a le- été. le- le truc. Et vous êtes des précurseurs, hein, vous avez été des précurseurs là-dessus. Ouais, 2009, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pariaient sur nous en fait Ouais, à l'époque, et notamment dans le luxe haut de gamme. Mais nous, on était persuadés que l'idée était bonne, et je pense qu'au tout départ, on a eu énormément de barrières parce que c'était compliqué à opérer. On faisait une marketplace dans laquelle on prenait une grosse commission, donc on est parti avec 25%, là où on disait plutôt à l'époque qu'il fallait prendre 5-6% de commission, qu'il fallait être clean, suivre le modèle de Google, prendre très peu. Et nous, on a voulu créer ce tiers de confiance. Je pense qu'on a eu raison et qu'on a apporté une facette hyper importante à la seconde main. Aujourd'hui, dernière levée de vestiaire, avec Kering notamment qui rentre au capital, démontre en fait que c'est un business du futur. La boîte, elle sera encore là dans 20 ans, dans 30 ans. Elle va exister. On a réussi à créer en fait un axe, je pense, de sustainability. Qui ouais. démontre en fait que voilà, ça change. Et les gens, les consommateurs, on en reparlera je pense avec Omi, sont de plus en plus conscients et veulent être acteurs Ouais, en fait ouais. de maîtrise. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, bah, tu crées un monde ou un autre. Et du coup, rentrer dans l'occasion, c'est un bon moyen en fait de changer les choses. Qu'est-ce que toi, tu as fait pendant ces 10 ans chez Vestiaire Collectif, parce que vous êtes répartis les rôles? Ouais, bien sûr. Tu as toujours eu le même ou est-ce qu'il a changé? En fait, j'ai deux questions. C'est d'abord, qu'est-ce que tu y as fait, enfin, quels avaient été tes rôles? Et ensuite, et surtout, qu'est-ce que tu as retenu de ces 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus opérationnel chez Vestiaire Collective. Tout à fait. C'est important que tu nous dises, en fait, le bagage avec lequel tu es parti de Vestiaire Collective, parti opérationnellement, pour qu'on comprenne bien comment finalement tu as utilisé ces assets, parce que j'imagine que tu t'es quand même bien appuyé dessus, pour construire cette nouvelle aventure, Omi et compagnie. Donc voilà, qu'est-ce que tu as fait, quelles ont été tes missions, sans rentrer dans le détail, mais qu'on comprenne bien. Ouais, bien sûr. Et puis, avec quoi tu es parti? Au début, j'ai posé une partie de la marque, et notamment dans la vision produit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le produit digital aujourd'hui, donc toutes les interfaces que tu consommes, le site internet. Très tôt, on a fait la première application de e-commerce dans le store, dans l'Apple Store français, avec ce concept de C2C qui était super intéressant à traiter, donc il fallait vraiment innover.
Après, j'ai basculé sur un rôle assez court qui était plus proche du directeur de développement, sur lequel je cadrais en fait tous les besoins informatiques. On fait encore, je pense, tout à la maison, c'est-à-dire toute la techno, c'était nous qui la mettions en place, on fabriquait tous les process. Et le mix de le produit, donc les interactions en fait des internautes, notamment des clients, des vendeurs, plus la partie branchement informatique, a fait de moi celui qui connaissait les process, comment ça marchait. Et on a vu à un moment donné, au bout de 3 ans à peu près, qu'on avait des enjeux d'exécution colossaux. On commençait à avoir des dizaines d'employés, on commençait à avoir des milliers de clients, avoir des dizaines de milliers de clients. On avait déjà un volume et c'était un métier qu'on opérait complètement avec énormément d'opérations. Mixées à de l'informatique, on rajoutait des langues, on commençait à parler avec des clients qui Et étaient c'est espagnols. des opérations, donc l'exécution et de la techno. Ouais, exactement. C'est Et ça. avec des enjeux, par exemple, on a des négociations. Quand on a une petite veste en jean, peut-être qu'elle sent la cigarette. Du coup, tu veux dire à l'acheteur, oui, est-ce que c'est un problème ou pas. Et du coup, quand le vendeur il est espagnol, que c'est un contrôleur qui est français et que tu l'envoies à un client allemand, eh ben, tu vois, tu dois mixer ça dans différentes langues. Donc, il n'y a que l'informatique qui peut réussir à exécuter ça. Et donc, en fait, je suis passé patron des opérations. Et donc, j'ai exécuté en fait l'ensemble de la mise en œuvre en fait de vestiaires en France, en Europe, aux États-Unis, avec cet axe toujours, faut réussir à grandir. Et ça a été mon dernier projet, c'est-à-dire que je suis parti par choix à un moment donné où j'avais une porte de sortie intéressante de vestiaire, rentrer mon terme avec tout le monde, donc c'était vraiment un choix perso. Et je suis allé créer mon dernier achievement, comme on dit, donc, qui est un centre opérationnel dans le nord de la France, qui se retrouve à Tourcoing aujourd'hui, avec la rencontre avec les politiques du nord de la France, choisir la ville, trouver le bon lieu, avec plusieurs milliers de mètres carrés, faire commencer une quarantaine de CDI un lundi matin en tournant la clé. C'était un projet absolument fabuleux qu'on avait construit avec mes associés et la direction de Vestiaire à l'époque sur plusieurs années. Et donc ça, c'était l'achievement parfait, quoi. Donc un lundi matin, je tournais et le mardi, je payais mon coup et puis je partais de Vestiaire Collectif. Alors merci parce que tu nous as retracé finalement en quelques mots le parcours qui a été le tien chez Vestiaire et c'est important qu'on le comprenne. Avant tu nous parles de l'idée d'Omis sans qu'on rentre trop dans le détail, qu'on comprenne bien. Tu pars, en bon terme, on l'a aussi retenu. C'est quoi les assets? C'est quoi les forces en fait avec lesquelles que tu as retenu de ces 10 ans sur lesquelles tu t'appuies aujourd'hui? Mais je dirais que la réussite de Vestiaire, disons que c'est une réussite. Ouais, je crois, oui. Je pense que il y avait énormément de stops partout et le chemin était assez raide en fait. Il y avait beaucoup de choses par lesquelles passer. Et du coup, je pense que ce que je sais, c'est que c'est pas forcément facile tous les jours de monter une entreprise. Ça peut être une la palissade, mais en vrai, on est passé via beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Donc, je pense qu'il y a une forme de calme que j'ai gardée, peut-être qui me correspond déjà de base. Mais du coup, il faut continuer à savoir ce que tu suis et pas trop s'ouvrir aux opportunités dans tous les sens et rester focus en fait. Donc je pense que le rester focus. Vestiaire n'a jamais pivoté, hein. On a posé un truc sur les rails et puis on l'a déroulé pendant 10 ans at scale comme on dit. Donc c'était une belle aventure. Néanmoins en fait j'ai investi dans quelques sociétés, je continue à en accompagner ou à en coacher d'autres. Il y a des pivots qui sont indispensables, sans quoi tu peux pas survivre. Donc je pense que cette capacité un peu de résilience, c'est-à-dire voir comment tu peux grandir, voir les opportunités que tu vas avoir. On a eu des temps durs, on a fait des levées qui étaient difficiles, qui étaient très dilutives. On a dû faire des bridges, on a dû construire en fait une histoire en fait. Donc c'est jamais gagné d'avance et il faut beaucoup de résilience, beaucoup d'écoute, beaucoup voilà. Ça c'est un sujet hyper important. Après je pense que l'autre gros volet c'est toute la partie humaine, management, hein, qui est vraiment quand moi je dis la chance de vivre une aventure exaltante comme Vestiaire, en fait, bah, tu passes par beaucoup d'humains, entre les cofondateurs, avec les comités de direction, avec le board, avec les employés, avec la croissance. Donc tu as plein de leviers en fait que tu peux actionner ou pas, des choses que tu fais bien ou pas. Donc je reviendrai pas sur tu vois, le détail, parce que je pense que c'est pas le propos, Non. on n'a pas le temps. Mais tout ce volet, en fait, comment tu construis étape après étape, comment tu gardes les gens galvanisés, comment tu sais que la vision elle est partagée, comment est-ce que les valeurs elles sont communes ou pas. Donc c'est plein de sujets ultra intéressants en fait.
Donc aujourd'hui, moi je continue je pense que les assets, donc sur la partie vraiment management, donc je pense que j'ai vraiment grandi en fait à travers l'aventure. Je dis management au sens extrêmement large, hein. C'est pas que piloter des gens, c'est qu'ils se sachent au bon endroit et qu'ils puissent grandir et que tous ensemble on partage vraiment une vision. Je pense que c'est très important et j'ai pris soin en fait dans Omi de fabriquer le cadre, le terreau, le terrain de jeu en fait pour que ça marche vraiment bien en fait. Donc je mets beaucoup d'énergie là-dessus. Je pense aussi que la méthode, l'efficience, le coaching, la formation, pareil, des humains, est un truc indispensable en fait. On l'a trop peu fait, je pense, pendant certaines époques de vestiaire. Et du coup, il faut accompagner les gens, t'es obligé. C'est indispensable pour créer de la valeur. Et donc, valeur, efficience, méthode, outils, c'est des choses. Je ne réplique pas, à chaque fois on se réinvente. Je pense que les contextes, les outils, les méthodes changent avec le temps. Donc, j'intègre du savoir continuellement, en lisant des bouquins, en parlant à d'autres entrepreneurs. On partage, je suis rentré assez tôt dans le Gallion Project, qui est un think tank d'entrepreneurs, et qui est passionnant parce que comment Et d'entrepreneuses. Et d'entrepreneuses, pardon, tout à fait. Ouais, bien entendu, il y a une cause qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, voilà, je pense que je t'ai résumé en quelques mots. Très bien, merci. Écoute, on va passer sur Omi. Super. Avant, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu nous fasses le petit teasing, c'est-à-dire comment est née cette idée et ce qui vous a motivé, parce que vous êtes quelques associés dans le projet. Ouais, 4 tout à fait. Et puis qu'on n'aille pas trop plus loin, tu vois, juste que tu nous présentes un petit peu le pitch d'Omi, et qu'avant de rentrer dans le détail, on parle du consommateur, en fait, qu'on parle du marché, des évolutions. Je l'ai dit un peu en introduction, aujourd'hui, il y a une vraie révolution dans la distribution alimentaire, dans la façon de consommer. Si on se replace 3-4 ans en arrière, on voit le chemin qui a été parcouru et l'accélération qui s'est opérée complètement sur les 18 derniers mois. Tout à fait. C'est phénoménal. Et c'est passionnant. Là, en plus, tu viens avec une marque, donc tu vas avoir une réponse à la demande qui est innovante. Donc, vraiment s'intéresser aux consommateurs, à la demande, au marché. Et après, on rentrera dans la proposition de valeur d'Omi. Donc, globalement, le teasing d'Omi, c'est quoi ? Comment tu présentes ? Je pense que pour la continuité de notre discussion, je pense que c'est la raison d'être d'Omi en fait qui est le premier point en fait pourquoi cette entreprise elle doit exister en fait. Et du coup, je pense qu'elle doit exister et elle existe aujourd'hui parce que le levier de l'alimentation c'est un levier incroyable. C'est un sujet qui est bien sûr de santé parce que tu ingères, tu vois, ça définit comment tu es bien ou pas. C'est un sujet qui est économique, parce que tu sais bien que la distribution, la fabrication alimentaire, ça pèse des centaines de milliards, rien qu'en France. Et du coup, derrière, tu as des gens qui vivent ou qui vivent pas, qui vivent bien ou qui vivent pas bien, en fait. Prenons l'exemple de ce que dit souvent Nicolas Chaban de C'est qui le patron, tu vois, tu as des gens qui se suicident, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leur exploitation. Et en fait, quand tu prends juste cet élément-là, tu vois bien qu'il y a un sujet donc, sociétal, même au-delà de l'économie, qui est incroyable. Et je pense que le troisième levier qui est magnifique avec l'alimentation, c'est que c'est un sujet écologique, parce qu'en fait, il y a un enjeu à ce qu'on puisse avoir des terres fertiles dans 50 ans, en fait. Du coup... c'est ça qui me passionne. Moi, je suis passionné par l'objet entreprise, donc la création de valeur autour de l'entreprise. J'y crois fondamentalement, en fait. Et du coup, rassembler des humains, choisir une mission, savoir pourquoi tu es là et pourquoi ça doit exister, c'est ce que j'ai vu rassembler dans Omi, en fait. C'est mon objectif, en fait. Et utiliser le levier de l'alimentation pour avoir un impact sur la société, pour avoir un impact peut-être sur l'humanité, en fait. L'idée, c'est de créer quelque chose qui puisse apporter du positif, en fait, tout en créant de la valeur et du profit. Et donc, c'était la thèse de départ de Omi, c'est faisons un truc à impact positif vraiment fondamental, utilisons l'alimentation. Et du coup, j'ai écrit un premier billet sur Medium qui s'appelle « Créer une entreprise de pleine conscience », où j'y fais le croisé des chemins. J'y cite tu vois, les millions de scans sur Yuka qu'on fait tous pour se protéger de ce qu'il y a sur les étagères. Moi, je trouve que, tu vois, avoir des dizaines, des centaines de sauces tomates sur les mêmes étagères quand je vais chez Leclerc, je trouve que c'est incroyable, ça me fait peur en fait. Du coup, ce surchoix, cette surconsommation... Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, parce que là, on rentre directement dans le sujet du marché. Moi, j'ai pas 4 enfants, j'en ai 3.
et faire les courses. C'est pas mal déjà. Avec les ados, on a à peu près le même âge, donc j'imagine qu'on a des enfants qui sont à peu près du même âge. C'est pas toujours une expérience super sympa. Et quand tu te retrouves, tu prends l'exemple des sauces tomates, là tu m'as apporté pour l'interview des exemples de produits qui sont fabriqués par Omi, de la confiture ou du houmous. Quand tu es devant ton rayon et que tu as 1000, évidemment j'exagère, mais un choix infini, et que tu es avec ton yucca ou pas ton yucca, et en fait, moi, très sincèrement, j'ai abandonné le yucca, j'en ai marre. En fait, tu passes trop de temps à aller vérifier le truc. Et comme l'expérience d'achat en supermarché, elle n'est pas, pour moi, exaltante, Ouais, tu, pour peu, je tu, crois. tu vas au plus pressé. Ouais, tu prends les marques que tu Mais connais et bien puis sûr, tu mais les bien promos. sûr. Et on voit quand tu regardes les études type Kantar, donc sur la grande consommation, tu vois en fait que globalement les gens disent, enfin les consommateurs disent être hyper soucieux de leur santé d'abord, puis après des principes écologiques. La justice sociale vient plus bas en fait. Et le prix vient souvent en troisième position. Mais en fait, en vrai, quand ils prennent sur l'étagère, le prix vient en première position. Parce que face à ce choix un peu complexe, enfin c'est compliqué en fait. Donc tu te vas dans des marques refuges, celles que tu connais bien. Et après, il y a un deuxième acte quand tu vas en grande surface spécialisée, type des Biocop, Naturalia, Ouais. etc. Et ben là, c'est l'inverse. Tu te retrouves avec des marques que tu connais beaucoup moins, plus obscures, avec des packaging un peu Ouais, c'est plus dans ton bizarres. Et référentiel. puis, tu te retrouves avec des prix incroyables, quoi. C'est que ça coûte ultra cher, en Ouais. fait. Et parce que, en gros, tu vois, le bio a, d'une manière générale, augmenté la marge de la grande distribution, parce qu'il y a plus de valeur dedans dans le produit, les gens se sentent protégés, du coup, tu Mais achètes c'est là facilement où de la... le consommateur, et tu vas me dire comment tu interprètes ça, mais on a l'impression qu'il y a une espèce euh, de schizophrénie. Enfin, il y a un truc qui est compliqué à gérer, une quadrature du cercle qui est pas simple, c'est qu'il veut consommer mieux, plus bio, plus local, plus durable. Enfin, on peut rajouter tout un champ lexical qui décrit comment il Tout à veut fait. consommer. Et comme tu le dis très justement, mais ça renchérit les prix des produits, puisque acheter quelque chose qui est plus en respect avec l'environnement, qui est plus local et qui est donc forcément plus cher à produire, euh, ça a un prix, ça a un coût. Et de l'autre côté, et tu le disais très justement, il y a une sensibilité au prix qui est vraiment en croissance. On entend dire que la consommation explose, que les chiffres de l'INSEE pour le mois de mai sont super. Mais il y a cette réalité, en fait. Il y a cette réalité que le Français, aujourd'hui, il regarde quand même vachement le prix. Bien sûr. Il veut consommer mieux, mais il regarde le prix. Euh, Lidl et Aldi, ils piquent des parts de marché, donc les hard discounters, aux enseignes traditionnelles. Donc il y a vraiment cette sensibilité au prix et cette volonté de mieux consommer. Et comment tu fais pour répondre à cette espèce de dualité qu'on observe? Eh bien, je pense que tout en haut, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le goût chez nous, donc c'est hyper important que tu Ouais. apprécies les produits, donc c'est hyper important, parce qu'au-delà en fait du prix, il faut comprendre ça. Néanmoins, nous, l'axe suivant en fait, c'est le prix, c'est-à-dire qu'en fait plutôt le positionnement, parce qu'on fait très attention aux ingrédients et comment sont cultivées les terres, donc j'espère qu'on y reviendra. Néanmoins, en fait, dans l'équipe, nous avons Colline Burland, ancien produit de la distribution alimentaire. Bonjour Colline. Bonjour Colline. Patronne, sortie d'essai, 26 ans, patronne d'un hypermarché Carrefour à Flins-sur-Seine pendant 2 ans avec 400 personnes. Puis elle a fait du category management pour Casino au Brésil pendant des années. Elle a cofondé une autre application qui s'appelle SIGA sur l'ultra transformation, en fait, donc très sensible sur le sujet. Puis après, elle a rejoint le groupe Franprix dans lequel elle a été patronne de l'offre. Elle a redesigné l'offre pendant plusieurs années pour injecter de la RSE notamment dans les produits. Et elle en est sortie en fait il n'y a pas si longtemps, justement parce qu'on lui a exposé sa gamme quand le groupe a dévissé. Et voici Colline dans l'équipe. Et donc, typiquement, nous, on a choisi, et notamment avec beaucoup d'apports de Colline, d'avoir un axe prix hyper important. Et donc, le pari qu'on fait, c'est réconcilier la qualité et le prix. Et donc, on enlève les intermédiaires. Et donc, En fait, c'est ça ta réponse. C'est de dire, effectivement, il y a bien cette dualité du consommateur qui veut des produits de meilleure qualité, plus durables, plus bio, plus, etc. Et puis ce prix-là. Et vous,
c'est votre proposition de valeur, c'est de dire bah, on peut y arriver. Ouais, on le démontre en fait. Et vous le démontrez. Ouais, on le démontre en fait. Le prix, c'est la conséquence en fait du travail, du savoir-faire et des matières que tu mets dans le produit. On va y arriver. Donc, Tu vas nous expliquer comment on fait. Je voudrais juste revenir sur le marché et rester encore un peu 2 secondes et m'attarder sur le marché. Le consommateur aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi, avant de vous lancer, à essayer d'imaginer des personas ou des comportements Ouais, bien sûr. Vous avez dû étudier ce marché. Également. L'entreprise, elle a été créée en début d'année, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, on a 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, pardon. Donc, elle est encore jeune, c'est ce que je veux dire. Bien sûr, tout à fait. Et comment vous avez... quelles sont les questions que vous êtes posées et qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse pour comprendre ce marché? Nous, c'est la baisse de charge mentale. On pense qu'on est sur des produits du quotidien. Donc, on regarde les produits que les Français achètent, on dans leur cuisine. On a choisi d'être autour du frigo, donc pas dans le frais en fait, parce que la pression sur les opérations, le coût de revient, etc., c'est une étape suivante qu'on abordera plus tard en fait. Donc on a commencé, on s'est dit, bah voilà, tout le monde mange de la sauce tomate, des pâtes, du riz, du café, du chocolat, tu fais de la mousse au chocolat avec du bon chocolat pâtissier. Donc il y a plein de produits gourmands, on fait de la mayonnaise, on fait du ketchup, des super moutardes. Et donc on s'est dit, bah voilà, derrière en fait, plutôt que de faire profusion de choix, être un distributeur alimentaire, ce qui a énormément de limites, on pourra revenir sur le sujet si tu veux, du coup nous faisons la marque alimentaire des produits qu'on a envie de donner à manger à nos gamins, à nos proches. Donc c'est vraiment le play du départ. Plutôt que d'aller sortir ton scanner et tout vérifier, puis sur des sujets c'est hyper compliqué. Et puis derrière, en fait, si tu prends l'autre axe qui est la justice de rémunération, ce que met très bien en avant C'est qui le patron, derrière, comment tu fais pour savoir? Tu vois, ça n'existe pas. Tu consommes C'est qui le patron, très bien. Est-ce que c'est des produits que tu veux avoir? Bah, je sais Donc pas. ça, c'est l'idée, en fait, c'est l'idée originelle. Ouais. Ça, c'est ce que vous vouliez proposer. Et comment vous êtes assuré que cette idée allait rencontrer une demande? Comment vous avez compris le marché en fait? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est quoi finalement les grandes lignes que vous avez retenues des besoins? Eh bien, Et peut-être que ça a évolué, hein, parce que non, je non, disais non, en non, introduction. Je pense que quand tu regardes les chiffres qu'on a croisés, qu'on a vus, donc tu vois, première chose, un éclatement du nombre de points de consommation. Donc on était à 3 il y a, je sais pas, 15 ans. Aujourd'hui, les gens achètent dans, je crois, 7,5, ça va regarder des chiffres peut-être plus récents, nombre de points différents. Donc l'émergence des, je sais pas, la Belle Vie par exemple. Mais les grands frais, les Picards, les surfaces spécialisées en fait, qui ont été posées à côté des grands supermarchés. Donc globalement, les gens consomment de plus en plus d'endroits, ce qui est un enjeu pour nous, que tu aies une offre intéressante. Derrière, les chiffres qui ont de la croissance, les produits de grande consommation dans l'alimentaire qui ont de la croissance, voire même hors alimentaire, dans l'hygiène de la personne ou de la maison, en fait, c'est des marques qui ont des valeurs, en fait. Et donc, quand tu regardes toutes les études qui ont été publiées, les McKinsey, etc., en fait, tu vois que quand il y a de l'attraction, aujourd'hui, c'est des marques qui ont des valeurs, en fait, qui sont derrière, qui expliquent pourquoi elles sont là, ce qu'elles font et pourquoi leurs produits sont mieux. Et souvent, on est sur l'écologique ou le sociétal, et on voit, et encore une fois, C'est qui le patron, excellent exemple en fait d'appétence des consommateurs. Et donc il y a une vraie demande en fait. C'est qui le patron juste pour rappel, parce que même ça nous paraît à peu près évident à nous deux quand on en parle, mais c'est une marque qui co-construit ses produits avec les consommateurs. Exactement. C'est-à-dire que le produit phare est peut-être le lait. Oui. Celui qu'on voit le plus en rayon. Bien sûr. Il y en a d'autres maintenant. Mais donc voilà, le lait, c'est finalement un engagement. Quand on achète cette brique de lait, on est assuré que le producteur de lait est rémunéré à un juste prix et qui a été défini en collaboration avec les consommateurs qui se sont dit cette brique de lait, je suis prêt à la payer 1,50 € au lieu de peut-être 99 centimes ailleurs, parce que je sais qu'elle rémunère justement le producteur. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que derrière, en fait, on voit que la demande, donc les consommateurs achètent ces produits-là, en fait, ils souhaitent construire un monde différent, en fait. C'est pour ça qu'ils le font, c'est les valeurs, en fait, de juste rémunération qui sont derrière. Et donc, c'est hyper intéressant, en fait, à regarder. Donc, on revient pas sur Yuka, mais tout ce défi, en fait, de ce qu'il y a sur les étagères, donc les gens qui défient, en fait, ce qu'il y a sur les étagères en scannant des QR codes, ça démontre, en fait, que tout ça, ça fait peur sur la consommation, tu sais pas ce que tu manges, et du coup, tu prends ce que tu as, quoi. Donc, on est persuadé aujourd'hui que, vu que les marques avec des valeurs montent, vu que les consommateurs achètent de plus en plus des produits et ont conscience que tu construis un demain différent avec
telle ou telle consommation. Ça marche dans la mode aussi, hein. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, toutes les marques vont partir, il y en a déjà plein. Mais à ta place, j'ai eu Nicolas Rohr de Fago, que tu dois connaître, Fago, bien sûr. voilà, qui est Bicorp aussi, et effectivement, on fait des parallèles avec ce que tu racontes. Ouais, j'ai eu un bouquin de marketing français qui s'appelle La promesse augmentée, et on y voit en fait que les consommateurs attendent, hein, qu'il y ait des propositions de valeur qui soient posées en fait. Du coup, ils veulent de la transparence. Quand Nutella a été malmené avec ses histoires d'huile de palme, en fait, pour la première fois derrière, ils ont continué à utiliser l'huile de palme, mais finalement ils l'ont dit en fait. Donc ils ont été donnés un peu de bah tiens, on te révèle comment on fait. Les premières fois, je crois qu'ils ont fait des visites dans leurs usines, etc. Ils ont brisé un peu le secret. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase du monde qui évolue et où les gens ils veulent de la preuve sonnante et trébuchante. C'est pour ça que nous, on a construit notre marque OMI sur ce socle de transparence radicale. Alors, génial, super transition, on va venir sur Omi tout de suite. Ce que j'ai compris d'Omi, c'est... déjà, il faudra que tu me racontes l'histoire du nom. Pourquoi Omi Ensuite, non mais c'est un détail, mais ça s'écrit O-M-I-E et compagnie. Faut le dire, puisqu'on est quand même derrière un micro, donc autant expliquer comment ça s'écrit. Et enfin, le truc important que j'ai compris, c'est que, le prix, on en a beaucoup parlé, il est transparent, c'est-à-dire que quand moi, consommateur, je vais sur l'app ou le site d'Omi, je crois que c'est plutôt sur app d'ailleurs, actuellement uniquement sur app. Je sais que la sauce salsa douce là, que j'ai sous les yeux, il y a... je ne sais pas combien elle coûte, mais sur le prix, il y a X% qui part au fabricant, à la transformation, à la TVA. Enfin, tout le prix est décomposé. Donc, tu sais exactement la répartition, ton argent, comment il est utilisé, où est-ce qu'il part. Tout à fait. La partie logistique, notre marge à nous, et la transition bio-agroécologique. En fait, on met 1% de notre chiffre d'affaires en fait pour aider les gens qui fabriquent des produits ou qui nous les fournissent à prendre le chemin de la transition bio-agroécologique. Donc déjà, en fait, en tant que consommateur, tu dis, ok, j'ai acheté ça vaut, je sais pas, 3,99 €, eh ben, je sais où ça part. C'est vrai qu'en tant que consommateur, ça change. Rares sont les occasions de consommer en sachant exactement où ton argent part. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est parce qu'on est une marque alimentaire. On serait un distributeur, on ne pourrait pas faire ça. Non. Parce qu'il y a des opacités en fait dans la manière dont tu trades, t'achètes. Puis après, il y a des tas de marges, les promotions dans les magasins. Enfin, tu le sais, c'est un autre logiciel en fait. Et donc, la seule manière de fabriquer des produits, de savoir ce que nous on vend, ce qu'on donne à manger à nos enfants, j'aime bien cette image, eh bien, c'est de fabriquer les produits alimentaires. Et du coup, pourquoi, une fois que tu y es et que tu fais les choses bien, pas tout dire en fait. Et c'était le seul moyen de le réaliser en fait. Et nous on pense que ça va changer, inspirer, peut-être même disrupter en fait l'industrie. Parce que je pense que c'est une promesse assez évidente. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je te le disais en arrivant, je suis passionné par ce sujet-là parce que tu vas me parler d'un truc auquel je crois fondamentalement. Alors là, je prends un parti pris, je suis désolé, les chers auditeurs. Mais je l'assume. Ravi. Et t'as pas encore goûté les cookies. C'est que sachons comment c'est fait, où ça part et comment. Enfin, voilà. C'est le monde que tu construis, tu le sais, on te l'explique. C'est ça. Alors là, j'ai sous les yeux les cookies aux pépites de chocolat, farine bretonne et œufs en plein air. Tu as un QR code fabriqué en France par nos biscuitiers engagés, donc j'imagine qu'on retrouve de l'information si on scanne la totale. Le QR code. Là, c'est le produit fini, il est entre mes mains. En l'occurrence, tu me l'as apporté, j'aurais pu les acheter. Avant ça, il y a forcément le sourcing. Enfin, on ne parle même plus de sourcing, parce que là, on est dans l'élaboration des produits, donc les recettes, et puis leur production. Alors, raconte-nous comment vous faites, parce que j'imagine que c'est super clé dans votre business, cette première étape. Ouais, fondamentale. En fait, je pense que la première réalisation qu'il a fallu faire pour que Omi existe, c'est une équipe. Donc, c'est important, permets-moi la parenthèse. Colline, dont j'ai déjà parlé, Joséphine Bourdonville, parcours plutôt finance, et qui a notamment créé le Printemps écologique, le premier éco-syndicat, très sujet à creuser pour ceux que ça intéresse, et donc avec beaucoup d'énergie et vraiment cette volonté de changer. Et
autre asset, enfin autre élément clé, Benoît Delbasso, ancien CTO, donc directeur technique de My Little Paris et un incubateur chez AXA. Et en fait, il faut compiler ces trois univers que sont les opérations et la finance, mettons-les dans un seul, pour l'instant à notre échelle, toute la partie technologique pour qu'on soit capable d'avoir les outils qui vont bien pour trouver le sourcing, etc. Et l'immense savoir-faire en fait de Colline qui a déjà fait ça pendant des années en fait. Donc en tant que responsable de l'offre chez Franprix, t'imagines bien qu'elle connaît tout le monde quoi. Et si on donne un point marché pour voir dans quel univers on regarde, si tu regardes les chiffres de l'ANIA, donc tu vas voir qu'il y a 18 000 PME qui font de la food et en fait elles vendent plus de 90% de leur production à 4 centrales d'achat en fait. Donc c'est comme ça que c'est fait. Donc t'imagines les goulots. Et donc faut savoir que quand tu conçois un produit, en général, dans la grande distribution, tu as des gens comme Colline qui conçoivent les produits, qui trouvent les fournisseurs, qui trouvent les études de marché, qui positionnent en fait les produits. Puis ils passent la balle à des acheteurs. Et t'imagines bien que le logiciel, enfin, ou les primes de fin d'année données aux uns aux autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Et notamment l'acheteur, lui, il est déflationniste dans quasiment tous les cas. Donc il écrase les prix, donc c'est bien, mais non, je vais acheter un peu différent, ou je veux pas entendre, il me faut 4%. Donc je reviens pas sur cet univers-là parce que Colline en parlait mieux que moi, elle le connaît bien mieux. Néanmoins, tu as un contexte avec énormément de tensions et des gens qui ont du mal à vivre et des entreprises. Voilà. Donc nous, on a choisi en fait comme axe de développement de produits d'utiliser des PME ou des ETI, des trucs qui ont déjà des outils industriels, qui ont des savoir-faire importants. Et c'est très important parce que ça nous permet de sortir du prix. Sortir du prix. La clé pour que le produit soit bon, c'est les ingrédients. Donc il fallait en fait aller du côté des ingrédients. Donc là, alors, on a fait un travail absolument incroyable. Premier employé, Thibaut Chausset, ancien de la Ruche, ancien du comptoir local, agro ParisTech, et donc passionné par le sujet tout autant que nous, il nous a rejoint immédiatement, et du coup on a fabriqué tous les produits en filière. Donc ce qu'on appelle en filière, c'est qu'on sait d'où viennent les ingrédients, comment ils sont faits, et on apporte de la valeur en aidant en fait, en se faisant accompagner aussi par des associations, grandes associations, pour notamment l'agroécologie, de les aider à fabriquer. Donc là, ton cookie, bah écoute, le champ de blé, c'est pas des composants chimiques qu'il y a dedans, on n'a pas mis d'intrants chimiques, ce sont des algues. Donc, mais là, ça, c'est ce que tu me disais en arrivant. Ils ont une culture du blé, des céréales qui est respectueuse de l'environnement. Tu me disais que c'était du côté de Morlaix, hein, pour situer géographiquement. Ouais, la biscuiterie est à Morlaix. Avec des algues bretonnes pour fermenter les sols. Mais comment vous l'avez trouvé et est-ce que vous l'avez sélectionné parce qu'elle était déjà comme ça ? Non, on a construit le produit en filière, c'est-à-dire que on crée l'écosystème et c'est pour ça qu'il faut créer une équipe au départ qui est capable, qui est senior et qui connaît déjà tous ces univers. Mais concrètement, dis-nous comment ça s'est passé pour faire les cookies. On est sur les cookies, restons dessus parce que c'est voilà. Colline connaît Maison Le Goff, Ouais. elle l'a croisé dans sa vie passée en fait. Maison Le Goff, le biscuitier, celui qui fabrique les biscuits. Nouvelle direction. Qui s'installe chez Maison Le Goff. Derrière, on cherche à fabriquer une recette qui respecte la nature et les hommes. C'est notre cahier des charges. Donc nous, on ne fait pas des produits avec les consommateurs, on le fait pour les consommateurs. Donc la recette, vous la rédigez vous ? Ouais, bah on voit avec eux comment est-ce qu'on fabrique des biscuits. Donc là, c'est complètement omis. Et en fait, c'est l'ensemble sur les 140 produits qu'on a au catalogue. Les 140 produits, ce sont nos recettes en fait. Et donc là, on avait un sujet sur la farine, parce que la farine qui était proposée ne nous plaisait pas. Donc pourquoi ? Parce qu'on voulait donner 100% de transparence aux consommateurs et avoir la justice des rémunérations, s'en assurer avec des gens qui sont capables de jouer le jeu de la transparence. Parce que tout le monde ne l'est pas en fait. Et du coup, il nous faut trouver les gens, ça se sent assez vite, hein, selon notre équipe de l'offre, Colline, Thibaut et Caroline. Donc on est allé trouver en amont un champ de blé qui était capable de prendre autre chose que des intrants chimiques et qui était déjà sur le chemin en fait de l'agroécologie. Trouver des gens qui faisaient des algues, merci les algues en fait, qui leur donnent des algues plutôt que des intrants chimiques. Puis on a trouvé le moulin qui était capable de produire le produit convenablement. C'est un travail de fourmi, non ? Ouais. Non, mais ça prend du temps. Enfin, je veux dire, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est là où il y a votre valeur. C'est parce que il y a cet effort
Tout à fait. qui Et donc, est colossal. même sujet sur les pépites de chocolat, même sujet sur les noisettes, même sujet sur le beurre, même sujet sur les œufs, en fait. Et aujourd'hui, donc on a une stratégie filière complète qu'on met en place sur plusieurs années avec de l'accompagnement et des audits. Et dans cette stratégie filière, en fait, on prend soin d'aller regarder chaque ingrédient du début à la fin, en fait. Et de voir à quel point il permet à notre agriculture d'être là dans 50 ans, en fait. Donc, que toi, parce qu'en fait, le chocolat africain, le chocolat d'Amérique du Sud, c'est pas le même. Il n'y a pas les mêmes valeurs sociales dedans. C'est pas le même produit. C'est pas fabriqué pareil en fait. Et du coup, tu vas avoir dans Et le plein cacao, ça pousse pas en France, on est d'accord? non, bien sûr, bah, t'es obligé d'aller le chercher ailleurs. Ouais. Nos produits sont essentiellement français, et après, il y a des terroirs, il y a des endroits, tu vois, cultiver de l'olive en France, en fait, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non. Donc, si tu sors je dirais, en termes de prix, t'es ultra cher, t'as un produit de luxe, et nous, on n'est pas des produits de luxe, en fait. Je pense qu'on a un goût qui est complètement comparable à ce que tu vas trouver dans les très belles épiceries, parce que justement, on travaille chaque ingrédient, chaque recette, avec des savoir-faire qui sont géniaux, hein. La confiture de cassis, pareil, c'est un super produit, on est ultra fiers, il marche hyper bien, il est au prix où tu as l'habitude de l'acheter au supermarché, c'est notre cible prix. Et tu vas voir que derrière, en fait, il y a toute la traçabilité, on sait d'où viennent les fruits, exactement, comment ils ont été, dans quelle usine, tu as tout dans l'application. Je dis pas que tout le monde doit regarder dans le détail chacun. D'ailleurs, je pense que la plupart des consommateurs, en fait, des clients que nous sommes, achètent le tiers de confiance, donc la marque alimentaire qui fabrique comme ça, en fait. Et puis, tu consommes une information, tu regardes un moulin, tu comprends comment c'est fonctionné, en fait. Et donc, c'est toute cette valeur de preuve qui sous-tend notre offre, qui est la facette la plus intéressante. Je pense pas que nous on abreuve donc je pense que nos fiches produits, enfin pas que je sais, nos fiches produits sont les plus détaillées que tu peux avoir sur le marché. Franchement, on dit tout ce qu'on peut. Et tu vois le petit schéma, là les fruits, ils ont fait tant de kilomètres, donc on dit tout. Pour arriver à... On va parler de la suite, mais je reste quand même sur cet élément qui est clé dans la chaîne de valeur que vous défendez, c'est-à-dire justement l'élaboration et la production des produits, enfin l'élaboration des recettes, des produits, sélectionner les partenaires qui vont travailler avec vous, tout ça, c'est clé. Quand on se lance là-dedans, on est obligé d'avoir d'abord ça. Ça veut dire que financièrement, il faut avancer des fonds, il faut faire comment? Parce que tu ne peux pas les vendre avant de les faire, mais tu es obligé de commencer à travailler avec des industriels. Enfin, ce n'est pas des industriels au sens où la grande distribution l'entend, mais enfin, les partenaires, hein, les moulins, les agriculteurs. Comment, en fait, tu leur apportes la preuve que ce qu'ils vont faire, tu vas pouvoir leur acheter et les vendre, en fait? Il n'y a pas un moment où il y a des discussions comme ça? Si, bien sûr. Et d'ailleurs, un des premiers enjeux, c'est les volumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1500 clients, donc ça reste des volumes assez faibles par rapport à la distribution plus classique. Et on a une très belle croissance, ça monte très bien, on a un très beau succès, les produits plaisent, les gens réachètent. Néanmoins, quand tu commences les premières discussions, tu vois, tu te dis, je vais lancer ça. Alors, la première discussion que j'ai eue moi personnellement, Colline m'a emmené... c'est Lobodis, donc, qui nous fait notre café. C'est El Gringo, tu vois, c'est depuis des dizaines d'années, avec un CAT en plus. Tu vois, tu as vraiment une volonté en fait d'aider les gens partout dans le monde et de construire du super bon café. Et ils sont habitués à faire des produits pour la grande distribution. Donc quand on est venu raconter notre histoire, donc il y a 1 an et demi quasiment, avec Colline, forcément, tu vois, il y a un côté cœur en fait. C'est-à-dire, il y a une forme de crédibilité que nous on apporte. Mon background d'entrepreneur, celui de Colline comme sachante dans son univers. Et du coup, on raconte une histoire. Et donc, dans cette histoire, en fait, il y a 1 an et demi, on leur dit qu'on va mettre en avant leur savoir-faire, qu'on veut faire de la justice de rémunération, qu'on veut expliquer aux consommateurs et qu'on sait, pour nous, on est persuadé que le consommateur, quand il connaîtra, en fait, et je suis ravi d'être là pour en parler à plus de gens. D'ailleurs, je serais ravi de te filer un code promo pour tous les auditeurs et qui écoutent. Ça marche. On fera Doers. Ok. Donc comme ça, vous aurez une petite réduction sur votre première commande pour découvrir Omi. Et du coup, en fait, on a la capacité à avoir apporté ce crédit et à avoir entraîné un premier, un deuxième, un troisième. Nous, on se disait, quand on a lancé le projet, quand on faisait les premières slides,
qu'il était au moins 30 produits que tu consommes régulièrement dans ta cuisine. Ce qu'il fallait qu'on fasse, 30 produits. Pour avoir une part de voix et que tu rachètes de temps en temps, en fait. On en a sorti 80 en 1 an et demi avec 3 personnes. Et aujourd'hui 140. Et aujourd'hui 140. Ça marche hyper bien. Mais alors, donc, vous avez réussi finalement à convaincre les partenaires que vous aviez, auprès desquels vous allez pitcher votre projet sur la base de ouais, on est crédible, on est 2 et on est crédible. Oui, alors. Oui, tout à fait. En fait, on était déjà 4 au départ. Oui, d'accord. Et ouais, on est crédible, ça va marcher. Et je pense que... Et donc, monsieur le meunier ou je sais pas quoi, je m'engage pas sur des volumes parce que je peux pas encore aujourd'hui. Ah non, si, on s'engage sur des volumes. Et là, il y a une autre facette plus financière. C'est ça. Donc, bien sûr, avec les associés, on a sorti un peu d'argent du compte en banque pour lancer l'entreprise. Et une fois qu'on a eu réuni l'équipe et puis qu'on avait la garantie, en fait, qu'on allait savoir fabriquer le produit, donc les produits que tu vois ici. Enfin, on a levé un peu de fonds, on a levé 1 million d'euros auprès de Business Angels, qui sont des gens, on est allé chercher des gens qui nous apportent ce qu'on appelle ça de la smart money, donc des gens qui nous apportent plus que de l'argent en fait, avec qui on partage. Donc bien sûr dans l'histoire, il y a mon cofondateur historique Alexandre Cognard, de Vestiaire Collective, etc., qui a mis un peu de sous. Il y a Marc Ménassé qui a mis des sous. Qui a aidé Yuka, La Fourche, Épicerie bien entendu, que tu connais. Donc, Marc Ménassé qui est un copain, qui est quelqu'un de très intéressant avec qui tapait la balle. Et Augustin par exemple, de Michel Augustin qui est rentré, ou les fondateurs de Food Cherry. Donc je suis allé chercher beaucoup de food. Il y a d'autres industriels qui fabriquent donc on a pris qui fabriquent de la nourriture pour les Français tout entier. Donc c'était hyper important. Et puis après, on allait chercher des partenaires également sur la partie logistique entrepôt, donc que j'ai fait rentrer au capital aussi pour nous aider à faire le start, parce que c'est indispensable en fait. C'est-à-dire qu'il faut aligner un nombre de moyens pour être capable de livrer les colis colossaux. Parce que c'est ça. Et donc j'ai réuni des business angels qui étaient capables de nous faire passer à l'échelle beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça, c'est je ne sais pas si on peut dire unfair advantage, mais ça dit souvent du repeat entrepreneur, tu vois, qui sait déjà, qui a les bonnes connexions, du réseau. Bien sûr, tu capitalises. Et surtout à la toute fin, en fait, il y a Cyril Bertrand de Xange qui m'a vu monter le projet de la première idée autour d'une bouteille de vin en disant je vais faire de l'alimentaire, je pense que je peux avoir un truc qui a de l'impact, de la première idée, tu vois. Autour d'un joli Bourgogne. Et du coup, pendant 3 ans, il m'a vu fabriquer de pièces, et donc il a mis un ticket, il a mis 300 000 sur le million, et puis c'était fermé assez rapidement, et puis on est parti. On a agrandi l'équipe, on est 16 aujourd'hui, et là récemment on vient de faire une levée que je trouve hyper intéressante sur l'ITA, LITA, qui fait de la dette citoyenne. Et en fait on a fait une levée citoyenne, donc on a fait un produit financier à travers l'ITA, qui est une plateforme qui source des projets à impact, au sens large. Très pro, avec un comité d'investissement, avec des vraies questions agri, agro. Nous, on est cuisiné sur l'agri, l'agro, en fait. Tu vois. Pas forcément sur la promesse B2C, parce que je pense que beaucoup de gens, quand ils voient les produits, qu'ils les mangent, ils comprennent à quel point on apporte de la valeur, et après, c'est à quel point derrière, il y a vraiment un travail, en fait. Ou alors, on serait juste des colleurs d'étiquettes sur... non, mais c'est pour ça que je t'interrogeais d'abord sur la façon avec laquelle les produits étaient fabriqués, élaborés, parce que c'est clé. Et puis, on reviendra sur la suite de l'exécution des opérations, parce qu'il y a encore quand même... On est à B dans le... je sais que ça te passionne. Dans la proposition de valeur. Justement, tu l'évoquais. Oui, alors attends, pour finir sur l'ITA, donc en fait, aujourd'hui, tu as 300 actionnaires, c'est ça ? Ouais, 313. 313. 500 000 euros en dette qui sera rémunérée avec un malus de notre côté, si jamais on ne délivre pas l'impact qui est sous-jacent en fait dans l'entreprise. Comment il est mesuré cet impact ? C'est quoi les KPI ? C'est le KPI principal en fait, c'est le fait que nos producteurs soient bien tous rentrés dans une démarche agroécologique. Et donc ils aient souscrit à de l'accompagnement et des audits pour avancer sur le chemin de l'agroécologie. Et du coup, je pense que c'est un sujet intéressant qu'on peut développer en 1 minute. Vas-y. Imagine donc un graphique avec sur un axe le bio, où tu fais 0 intrant, donc tout en haut en fait, tu montes comme ça, et tu te retrouves en haut, les gens font plus d'intrants, c'est du bio. Et en fait, il y a une deuxième composante
primordial pour que Intrants, l'agriculture... tu peux dire. Intrants, c'est les produits chimiques. Voilà, hein. les produits Ouais, c'est les chimiques qui produits viennent chimiques. Voilà. booster le. Et en fait, quand tu fais du bio, ce qui se passe, c'est que tu mets d'autres types d'intrants, comme du cuivre ou des produits de ce type-là, et en fait, tu vas beaucoup travailler la terre. Parce que vu que tu n'as pas les produits chimiques pour enlever les nuisibles ou les fausses herbes, en fait, tu fais passer beaucoup de machines, tu mets les sols à nu, puis une deuxième fois, puis tu plantes, etc. Et donc, ça a pas mal d'enjeux, parce que ça a tendance à assécher les terres, et c'est pas très pérenne comme type d'activité, en fait. Et après, tu as un deuxième axe. Je simplifie. Hein. Ouais, vas-y. Et donc, le deuxième axe, en fait, c'est le travail de la terre. Et là, on est en agroécologie. Et donc, l'agroécologie, en fait, l'idée, c'est de dire qu'à la fin, tu travailles plus ta terre et tu utilises l'écosystème naturel, en fait, pour laisser des herbes faire du paillis et qu'on puisse avoir des vers de terre, des champignons, qu'on puisse avoir des petits oiseaux, des haies, et tu fais de l'agroforesterie. Voilà, c'est ce sujet-là, en fait. Et donc, le chemin de la bio-agroécologie, c'est la combinaison des deux, en fait. C'est utiliser, en fait, moins de travail de la terre et moins d'intrants chimiques et pas d'intrants chimiques du tout, et d'aller chercher l'axe qui rejoint les deux de l'autre côté. Je fais avec les mains, donc Ouais, les gens, mais alors, dis-moi, me vient la question quand même de la productivité. Est-ce qu'on arrive Ah oui, bien sûr. Parce que c'est quand même fondamental. clé. Nous, on est là pour peut pas, la France, en fait. On peut pas l'ignorer, ce sujet-là. Bien sûr. La rentabilité d'un hectare, la productivité d'un hectare, en fait, il faut qu'elle reste correcte parce que les terres, elles sont exploitées au maximum de leur surface en France. Si on veut nourrir la France avec le sol français, il faut maintenir une certaine productivité à l'hectare. T'es obligé, et c'est pour ça que le chemin de que la bio fonctionne pas bien, en fait. Je suis pas un expert, mais fonctionne pas bien et est très décrié. T'entends beaucoup de choses qui sont contre ça, et du coup, il faut forcément une combinaison, en fait, qui aille dans les deux sens. Donc, pour nous et avec les personnes qui nous accompagnent, on pense que le bon chemin, en fait, c'est cette culture, en fait, qui est capable de produire et qui est capable de produire des produits que tu as envie de manger, en fait. Donc voilà, sujet important. Nous, on a décidé, en fait, d'y accéder, d'y cheminer à travers la même type de démarche que Bicorp. C'est-à-dire, on a une charte d'engagement qui est morale aujourd'hui, avec des vrais audits techniques derrière sur des parties beaucoup plus agronomiques. Mais les 69 producteurs transformateurs que nous avons avec nous, avec qui on travaille, sont tous engagés à rentrer dans ce chemin. Alors, certains sont déjà très avancés, parce que bien sûr, on n'est pas allé tourner des gens, à leur dire venez dans tous les sens. On a commencé à parler avec des gens qui étaient déjà sur le chemin. Et puis d'autres qui rentrent dans l'équation, justement en fabriquant des ingrédients, par exemple des noisettes, ou ce qu'on veut mettre dans les gâteaux qu'on vend. Pour justement qui rentrent dans le chemin puis qui commencent à avancer, en fait. Et c'est très bien reçu et ça fonctionne bien. On a des vraies productions et tu vas trouver des goûts juste incroyables derrière. Et aujourd'hui, c'est des chemins qui se définissent comme et pérennes et capables de faire du volume, en fait. Parce que c'est ça, l'autre partie, c'est quand même la scalabilité du modèle. Imaginons que tu passes, aujourd'hui tu as 1500 clients, tu me disais, dans 6 mois, si tu en as 15 000, tu es capable, ou alors il va falloir, comment dire, trouver de nouveaux producteurs. Est-ce que c'est une question que vous vous posez bien ou sûr, alors... bien entendu, c'est-à-dire que donc, la capacité à accroître, le scale de la boîte, il est pris dans la thèse de départ, en fait. Et je te le disais, on n'utilise pas de micro-producteurs ou de micro-transformateurs. Déjà, ça sort pas de prix, et puis ça scale pas, en fait. Et du coup, non, on a designé ça pour que ça puisse grandir et qu'on puisse nourrir la France. Donc, c'est un point important. On a maintenant bien compris l'offre. Il y a maintenant Et j'ai dit que les produits étaient délicieux ou pas? Ouais, je crois pas. Tu l'as okay. dit plutôt plein de fois. Et je crois que le mot-clé, c'est le goût. Hein? Le goût, c'est ça. Maintenant, il va falloir les livrer. En fait, bon, il faut d'abord, bien sûr, obtenir des commandes. On en parlera après. Acquérir de nouveaux clients. Maintenant, tu en as déjà 1500, il faut les livrer. Comment la chaîne logistique, la supply, fonctionne chez toi
est-ce que vous vous déployez par zone géographique ou alors vous affirmez d'ores et déjà être en capacité de livrer toute la France? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Quels sont les modes de livraison qui sont utilisés? Puisque pour aller au bout de la logique de durabilité, RSE et compagnie, on peut aussi s'interroger sur Ouais, bien sûr. le moyen à utiliser pour livrer le dernier kilomètre, et même ceux avant. Ouais, enjeu colossal, hein. Donc, on s'est dit qu'il fallait enlever les intermédiaires parce que c'était le meilleur moyen, au global, hein, depuis le début jusqu'à la fin, de rendre de l'argent aux consommateurs et rendre de l'argent aux fabricants. Et nous, d'avoir une marge à l'intérieur. Du coup, en fait, on pourrait compiler la marge de la marque alimentaire et la marque du distributeur, en fait. Donc, d'avoir deux marges. On a choisi de les compacter de manière à avoir qu'une marge. Euh, et du coup, d'intégrer des opérations à l'intérieur de OMI pour être capable de livrer. Donc on a commencé en fait avec une livraison à Paris et à Lille. On voulait deux villes pour voir comment ça fonctionnait dans deux villes différentes. Et on ne se voulait pas un projet parisien uniquement. Et on avait volonté en fait on a commencé local, donc avec pas de national. Et moi, un des sujets qui me... Donc ça veut dire que tu utilises quoi, un peu un concept de dark store à Paris et à Lille. On a commencé au Blanc-Ménil et en fait, si je vais sur la partie exécution, en fait, on a donc c'est Cogépart, très grand faiseur qui faisait ou shop en franchise, qui a des milliers de livreurs, tous en salariés, pas de avec ses camions, c'est les camions, enfin c'est la boîte qui paye les PV quand il y en a. En fait, on est dans un monde que nous on trouve respectable et on n'a pas voulu en fait fabriquer du handyman ou de passer par des tiers. Donc on voulait cette maîtrise, c'était hyper important pour nous de faire naître la marque avec ces valeurs-là. Donc on a commencé avec deux chauffeurs, on organise des tournées. Donc aujourd'hui on les fait nous-mêmes hein, et on a nos propres entrepôts. On a commencé au Blanc-Ménil, puis on a internalisé à Port de Vincennes, à Montreuil, juste à côté du métro Saint-Mandé, un local dans lequel on fait toutes nos opérations de préparation et de préparation de commandes. Et la livraison en fait sont toujours les chauffeurs de Cogépart. En fait, on organise des livraisons avec dans Paris Intramuros en fait. Du coup c'est toujours les mêmes gars qui viennent te livrer. On brief, on maîtrise l'expérience, comment ils se présentent, comment ils t'appellent, comment ils montent les courses ou pas, et ce qu'ils te racontent, super important pour que tu aies une vraie expérience de livraison. C'est clé sympa. puisque c'est la dernière Tout à fait. du processus. Ouais, exactement. Donc fondamental. Et puis on a envie que ce soit les mêmes qui reviennent régulièrement, parce que l'idée c'est que tu recommandes de 3 semaines, et du coup, moi je suis ravi en fait que tu crées une relation en fait, avec ce livre-là. Attends, ce qui est important, je t'arrête 2 secondes pour qu'on comprenne bien. Enfin, moi je l'ai compris, mais que je m'assure que tout le monde, tous les auditeurs le comprennent bien. C'est qu'on n'est pas sur du frais, on est sur des produits que tu peux stocker. Tu parlais de on demand, et il est vrai que c'est le mot employé par des gens comme Gorillaz. Oui, maintenant tu vas consommer on demand, tu veux faire ta tarte. Alors moi je suis pas on demand. Non, t'es pas on demand. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas des enjeux de livraison qui sont les mêmes que ceux qui se positionnent sur une offre on demand. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu peux attendre un jour ou deux pour te faire livrer. Ouais, moi c'est le prochain jour. Tu te fais livrer, tu te ferais livrer demain. Ok. Et après. Le cut-off, il est à quelle heure? Il est super tard, genre 20h je crois. Ok. Actuellement. C'est très performant. Ouais, c'est ça. Et c'est possible parce que notre taille aujourd'hui le permet. On aura des enjeux à grandir et à changer ces choses-là. Mais on est plutôt généreux en fait de nos horaires et notre envie de. Donc les livreurs font les livraisons quotidiennement. En tournée. En tournée. Pour éviter en fait de partir avec des camions vides ou des choses comme ça. On a une deuxième boucle de livraison dans certaines villes de la première couronne en fait. Dans lesquelles en fait on passe une fois par semaine, et là c'est la tournée du laitier quoi, la fameuse organisée par Picnic dans les Pays-Bas donc en fait tu as cet univers là qui est hyper intéressant aussi. C'est pour économiser de l'argent finalement sur tes opérations. Tu peux aussi organiser, donc là par exemple moi j'habite à Saint-Maur-des-Fossés et à Saint-Maur on est livré le jeudi en fait, et donc t'as le jeudi, le gars il fait toutes les livraisons à Saint-Maur et dans les villes qui sont autour. Donc ça nous permet d'avoir une certaine efficience opérationnelle et donc dans le PNL, donc la capacité à exécuter les commandes. Et je trouve que c'est un moyen de consommation assez intéressant qui s'oppose facilement. Enfin, moi je ne cherche pas à m'opposer au handyman, je trouve ça hyper intéressant. On a été contacté par plein de dark store où on ne met pas nos produits chez eux, c'est pas le sens de l'histoire en fait.
Donc ça n'a aucun intérêt d'être au milieu des étagères de tout le monde. Et alors, justement, vous livrez avec des camions. Les camions, ça dégage du CO2. Ouais, bas carbone, tout électrique, hein. Et sur les tournées qui sont un peu plus éloignées, c'est du gaz naturel en fait. Ok. Bien entendu, on a sélectionné ça dès le départ, c'était l'histoire. Et là maintenant qu'on est à Montreuil, vient de déménager il y a un petit mois, et on fait les premières livraisons à vélo. Donc on a trouvé un joli partenaire, bien organisé, et on commence à livrer en vélo, donc en mode expérimental, et c'est super intéressant aussi. Et alors, c'est quoi le plan de déploiement géographique? Puisque forcément, puisque c'est le mode opératoire que vous avez choisi, vous êtes obligé de le faire ville par ville. On a compris qu'il y a Paris et Lille. Et déjà, avant que tu nous parles des autres villes, c'est quoi les différences entre les deux agglomérations? Et puis après, où est-ce que vous allez? Comment vous... Eh bien, La différence entre les deux? ouais, c'est Paris qui prend le plus d'espace, hein, on le savait, avec beaucoup de livraisons intramuros, hein, avec des conditions de livraison qui sont assez difficiles. Lille, c'est un peu plus facile, par contre, c'est beaucoup plus éclaté en fait. Donc, tu es plus facilement en grande banlieue et tu livres des pavillons. Et donc, c'est intéressant en fait. C'est deux expériences hyper intéressantes. En termes d'acquisition aussi, on voit que l'effort pour avoir le Lillois est plus difficile que pour avoir un Parisien en fait. Donc il y a une forme de sensibilité, de consommation en ligne. Donc c'est vraiment c'est un très beau AB quoi, pour voir comment ça fonctionne. Et donc assez tôt, c'est un projet qui a de l'ambition, hein, on peut se le dire. Je le dis, j'arrive l'équipe comme ça. On veut vraiment faire une marque alimentaire qui est du poids. J'ai pas envie de faire on est tous d'accord avec les associés, on n'est pas là pour faire un projet qu'on va céder dans quelques années en ayant fait quelques dizaines de millions. Non, on veut vraiment jouer un rôle important et inspirer en fait. On veut que ça devienne demain une manière de consommer au-delà des labels, hein, que le consommateur ait de la transparence, hein, et qu'il ait pu à flipper tout ce qu'il met à bouffer. Et c'est pas du tout une marque punitive en fait, hein. Les produits sont gourmands, ils sont délicieux, on n'est pas A au Nutri-Score partout parce que des cookies c'est meilleur quand tu vois, tu as des bons ingrédients qui sont, donc c'est vraiment un peu de gras. Ouais, bien sûr, il en faut du gras, bien sûr, sinon c'est pas bon quoi. Et du coup je reviens à mes opérations pour avoir de l'impact et donc pour soutenir l'ambition finalement de Omi. Très tôt, on s'est rendu compte qu'il fallait adjoindre aux livraisons locales une livraison nationale. En fait. C'était indispensable. En fait. C'est-à-dire qu'on est passé très tôt à la télé, en télématin. On a la chance de pouvoir discuter avec plein de médias d'envergure. Et du coup, quand tu es local en fait. Ça intéresse beaucoup moins. Donc, si tu veux te faire passer dans l'Apple Store, en fait, c'est trop déceptif et ils prennent juste pas, en fait. Donc, en fait, le national devenait pour livrer l'ambition et avoir de l'impact, parce qu'à chaque fois que je vends un produit, tu vois, j'ajoute quelque chose, je contribue, en fait, à ce que quelqu'un gagne bien sa vie, à ce que toi, tu as un bon produit, à baisser ta charge mentale. Tu vois, donc j'ai vraiment cette sensation, cette conviction, en fait, de contribuer positivement. Donc, on est allé chercher qui pouvait faire nos livraisons. Et très tôt, c'est un univers que j'ai beaucoup maîtrisé à Vestiaire, en fait, les livraisons. J'ai donné beaucoup d'argent à plein de gens. Et donc, on a choisi de travailler avec Chronofresh. Chronofresh, aujourd'hui, ça fait la foudre chez Chronopost, pour simplifier, donc frais ou pas frais. Et on a trouvé une très belle entente. Et figure-toi, en fait, qu'ils livrent les 17 grandes villes françaises en électrique et en bas carbone. Et du coup, donc c'est cohérent. Complètement. Et du coup, c'est finalement une expérience qui est moins intéressante pour le consommateur, parce que tu te fais livrer par chrono, et donc tu n'as pas mes livreurs qui peuvent te rajouter de l'expérience, monter les courses, avoir de la et un sourire. Voilà, exactement. Ça arrive aussi chez Chrono, hein. Mais on maîtrise plus l'expérience, tu vois. Tu es tributaire du gars qui livre à Lyon. Et du coup, en termes d'efficience économique, on est mieux à livrer en local aussi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 50% des commandes en local, 50% des commandes en national en fait. Donc c'est les chiffres. On a 4 mois de run, comme on dit, donc bientôt 5. Donc ça reste encore plein de choses, tu vois. On est sur le chemin en fait. Donc on ne va pas tirer trop de conclusions hâtives sur comment on va vivre. Et donc ça fait 50-50. Et en fait, la deuxième ville, c'est Lyon aujourd'hui, qui achète le plus. Et, donc vous allez ouvrir en fait, à chaque fois que j'ouvre un entrepôt, un petit, comme j'ai à Montreuil, là, ça me coûte moins cher à exécuter. Donc tout le monde s'y retrouve, y
compris le consommateur, et l'expérience du consommateur elle est meilleure. Donc il semblerait que le sens de l'histoire, ce soit d'utiliser justement notre capacité nationale pour livrer les gens qui ont envie d'avoir leur colis, et goûter nos délicieux produits, et puis nous installer localement quand il y aura suffisamment de demandes en fait. Et donc voilà, ça c'est notre axe stratégique de déploiement. Très bien. Et alors justement, venons-en maintenant à la relation avec le client. On a vu comment vous sourciez, vous fabriquiez, comment vous distribuiez. Intéressons-nous à tes consommateurs. Comment tu les captes, comment tu les... Tu as dit le mot, l'acquisition. Comment tu fais la relation. Tu disais que les livreurs, c'était important parce que c'était effectivement l'acte final du processus d'achat. Donc, il est clé. Et quand ça se passe bien, on garde quand même un bon souvenir. Donc, quid du repeat business? Comment vous utilisez le CRM? Est-ce que vous êtes déjà mature sur la data? Est-ce que les réseaux sociaux sont là aussi pour vous accompagner dans votre stratégie? Voilà, comment vous parlez à vos consommateurs ou potentiels consommateurs? Vaste sujet. La première chose qu'il fallait qu'on réalise, c'est de faire naître la marque. Et donc on a commencé par du branding et de la relation presse en fait. Donc c'était important de créer ce premier socle pour pouvoir construire l'acquisition derrière. Parce que je pense que notre concurrent principal est l'habitude. Tu vas à Monop, en bas de chez toi, tu as déjà de la sauce tomate, du coup à un moment donné, tu vois, réussir à te dire tu vas acheter de la confiture de cassis, les petits biscuits, les gâteaux apéro et notre fabuleux chocolat, 80% Panama, à goûter absolument. Du coup, tu vois, il faut qu'on rentre dans tes habitudes, donc il faut que tu aies quand même envie de te dire tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est? Le truc, c'est que aujourd'hui, il y a des distributeurs qui naissent tous les jours, là, pile poil dans ce contexte. Tu peux faire tes courses quasi gratuits si tu empiles Frischti, Cajou, etc. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu as des bons d'achat partout, etc. Donc, dans ce tumulte, en fait, les gens nous perçoivent facilement, finalement, comme un distributeur. Donc, il faut créer quelque chose. Et cette chose, c'est la marque alimentaire. Et il faut que ça prenne un petit peu de temps. Donc, je pense que la première chose qu'on doit réaliser, ce qu'on exécute, c'est celui-ci. On le soutient avec de l'influence, donc du réseau social, des réseaux sociaux, et du coup, avec... De l'influence, ça veut dire que vous avez des influenceurs ou alors vous utilisez les réseaux sociaux pour supporter la stratégie de branding? Les deux. On raconte nos histoires, on explique qui sont les faiseurs. Donc, si on refait l'Obodis, celui qui nous fait le café, ils sont venus la semaine dernière dans notre local à Montreuil. Donc, on a fabriqué un local avec une cuisine qui nous sert de studio, en fait. Ouais. Et donc, on a écouté Maud, spécialiste café là-bas, nous expliquer avec une passion juste incroyable, en fait, comment tu dégustes un café, comment tu fais un bon café en filtre, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper intéressant à écouter, quoi, tu vois. Ouais, ça dure quelques minutes. On a fabriqué quelques vidéos pour notre chaîne YouTube et on nourrit, en fait, comme ça, la marque avec ce que nous on a découvert sur le chemin, finalement que Colline connaissait déjà et qui a donné l'étincelle, qui est de dire en fait t'as des savoir-faire, des passions, etc. Et les mecs, enfin ceux qui font typiquement, je sais pas, le café ou les biscuits ou le gâteau apéro ou même la salsa, en fait c'est juste ils méritent à être connus en fait. Et donc nous dans le monde de la distribution, au contraire, tu vas juste coller une étiquette et tu vas bien te garder de dire qui t'a fabriqué ce produit magique. Et en fait, le travail qui est sur la tomate, sur les recettes... Mais disons qu'en fait, quand les grandes distributions essayent de le faire, il y a toujours cette suspicion. De dire, ok, puisqu'on voit les photos, donc c'est Michel dans son champ avec les vaches derrière qui a produit le lait que vous êtes en train d'acheter. Je grossis à peine le trait. Tu as toujours cette suspicion. Ouais, mais... ouais. Mais en fait, je dis pas qu'ils font pas des choses bien. Néanmoins, je regardais il y a 2 jours, justement pour une interview, une étiquette d'une sauce tomate Carrefour Bio. Et en fait, l'étiquette, elle est faite de manière maligne, en fait. T'as Christophe Brousset qui a fait un bouquin dingue qui s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça. Il en a fait 2 à lire, à découvrir. C'était une des étincelles. Je me suis dit, putain, mais si ce monde il marche comme ça, il faut aller le changer, quoi. Et c'est là où je me suis dit, tiens, Christian, on va le changer. Et donc, tu vois, c'est une forme d'étincelle. À un moment donné, je me suis dit, ouais. Et en fait, il marche comme ça. Et tu regardes l'étiquette, et en fait, tu vois que c'est ce côté made in France qui est dessus, mais en fait, quand tu lis les ingrédients, pas tout à fait. Et puis après, tu as ceux qui sont la tomate en particulier, ils citent des ingrédients, parce que dans une sauce tomate, il n'y a pas que la tomate. Donc, tomate italienne, et puis après,
les ingrédients, ils t'en citent quelques-uns qui sont Union Européenne, et en fait, quand tu regardes les ingrédients, il y en a d'autres. Et du coup, Tu sais pas ouais, trop. ils sont bio, mais en fait, ils sont pas de là. Et puis, en fait, le début de l'étiquette t'explique que c'est un produit quasi local. Tu vois bien, en fait, et c'est normal parce que finalement, t'as pas le temps, tu prends le truc, tu fais confiance à la marque, et je suis pas sûr que tu manges un produit qui soit détestable ou qui soit pas bon, quoi, tu vois, parce que justement, il y a cet équilibre du produit médian avec le rapport qualité-prix, etc. Donc voilà, ça, on se trouve bien aussi. Néanmoins, je pense que ouais, c'est normal qu'il y ait de la défiance. Enfin, tu vois, il y en a tout le temps, t'as des affaires alimentaires tout le temps, etc. Vous arrivez à en tirer confiance, finalement, vous garantissez mieux que d'autres cette traçabilité, cette transparence, enfin, vous le prouvez en fait. Exactement. Et c'est ça qui fait la différence et qu'il faut exister en tant que marque en dehors. En dehors de aussi distributeur, et c'est tous les challenges d'une DNVB. Hein, enfin, je ne sais pas si le terme tu te l'appropries à ta démarche, mais quelque part vu de l'extérieur, c'est un peu le sentiment que ça donne quand même. Ouais, mais c'est l'inspiration dans la fashion ou dans d'autres types de marques. Je suis passionné par cet univers-là. Donc c'est plutôt une DNHB parce qu'on est horizontal et pas vertical Ouais, quelque d'accord. part, mais on est digital native bien entendu. Ouais. Donc et avec les attraits en fait, enfin les attributs de maîtrise des DNVB qui sont notamment sur la partie communication avec le client. Tu vois, on a nos data, on peut Et leur donc parler. justement, Parce que quand tu passes Ouais. tes sauces tomates chez Leclerc, tu vois, ton consommateur il disparaît. C'est le consommateur de Leclerc. Et justement, c'est quoi la stratégie de relation que vous mettez en place? Tu l'as dit, les DNVB. Donc il y a bien la marque, le branding qui est clé. Ah ouais, fondamental. Et derrière, il y a cette relation avec le consommateur. Comment vous la construisez? C'est quoi votre singularité? Qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, par exemple, tu regardes les packaging. Donc, pour les décrire, c'est des packaging qui sont principalement blancs, avec extrêmement sobre. Il n'y a pas de jovialité, il n'y a pas de blagounette écrite dessus, etc. Donc, on est extrêmement sobre. Et donc, la marque elle-même est extrêmement sobre. Et l'idée est de faire comprendre que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, c'est le cookie et pas comment il est emballé. Et il y a un attrait écologique hyper important. C'est-à-dire que la plupart de nos packaging sont recyclables, compostables en fait. Là où si on avait voulu mettre plein d'encre et de couleurs, on aurait rajouté des matières qui du coup font des mix de matières que tu peux pas recycler en fait. Donc il y a un vrai attrait en fait, tu vois, écologique de faire ça comme ça. Donc cette extrême sobriété, finalement, c'est presque la conséquence. On a construit la marque en fait avec des attributs qui étaient naturels, notre volonté en fait de faire bouger les lignes et de changer et de montrer qu'on peut faire différemment en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, tu te retrouves avec une marque qui dénote. Parce qu'en fait, t'es pas habitué à avoir des choses comme ça. T'es habitué à ce qu'on mette des petits singes, des lions sur les paquets, et qu'il y ait 2 pour 3, enfin 3 pour le prix de 2, etc. Tu vois, tu rentres dans un autre monde, donc ça plaît ou pas. On a pas mal de feedback positif d'une manière générale. Mais en tout cas, on s'est décalé. Du coup, on parle à une autre partie de toi, en fait, que le consommateur qui regarde Kylian Mbappé vendre de la compote, ou Innocent qui te raconte que... D'ailleurs, sujet hyper intéressant, il faut savoir que quand Kylian, tu le vois à la télé vendre de la compote, il faut savoir que tu donnes plus d'argent à Kylian qu'au mec qui fait pousser les pommes. Ouais. Donc la pub coûte plus cher que les cost of goods. Donc Ouais, nous, c'est quand on fabrique les produits, en fait, en prenant hyper soin, désolé, je fais une parabole, mais en prenant hyper soin de chaque ingrédient, d'où il vient, comment il est fabriqué, c'est quoi les oignons qui sont dans ta sauce là, d'où ils viennent, est-ce qu'on peut rencontrer le gars. Quand on fait ça, en fait, eh ben, on décolle pas les prix en fait. C'est-à-dire que dans la réalité, tu vois, on peut se dire oui, ça coûte plus cher, plus cher, plus cher. Je dirais pas que c'est un montage, tu vois, marketing, de dire que forcément la qualité ça coûte cher. Néanmoins, en fait, on voit que les cost of goods décollent pas en fait. C'est pas x3 sur le prix du produit. En fait. Ça reste des ingrédients. On fait de la cuisine en plus, hein, on fait pas de la chimie. Voilà. Donc une fois qu'on a montré qu'on avait une marque différente, et ben on parle avec nos clients avec des codes différents. Sur le site internet, tu vas trouver des articles qui sont des articles de fond qui étayent ce qu'on fabrique, comment on le fabrique. Donc on donne pas mal de transparence.
on fait du CRM, on est encore au début, hein, Ouais, c'est pour 5 ça mois que- d'activité. bien sûr. Du coup, tu es obligé de monter. On a monté la marque avec beaucoup de frugalité. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que la boîte elle date du début d'année. C'est que tu as 5 mois d'activité. Ouais, fin février, on a lancé. Voilà, c'est pour, la boîte elle est plus ancienne. Ouais, c'est il y Mais a un an pour fabriquer. Vous avez pas 6 mois d'activité Non, commerciale. non, on va avoir 5 mois bientôt. Donc, tout à fait. Et donc, dans l'idée, en fait, on est au début de la construction. Donc, alors là, vous pouvez nous rejoindre vendredi là. Ouais. Donc, ça passera après. C'est Ça que tu veux passera dire après, Ah, ça, quelle passe, tristesse. ça passe mardi prochain. Faut pas trop Eh ben, donner de on date. aura fait. Vous aurez fait, vas-y, On aura raconte. fait un apéro avec. Parce que une vendredi, partie- c'est demain. En Ouais, fait, c'est je ça. le donne la date. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. On enregistre le jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet, donc. Apéro au Bois de Vincennes avec notamment une partie de nos investisseurs sur l'ITA, donc la D'accord. levée citoyenne en Mhm. fait, qui viennent nous rejoindre. Et nous, c'est notre manière en fait de nourrir la relation. On a eu également une campagne Ulule sur laquelle on a eu plus de 300 personnes qui ont participé, qui étaient des préventes cette fois-ci, de paniers, tu pouvais préacheter. Et donc là, on a eu 370 putonniers en fait, qui nous ont permis de montrer en fait qu'il y avait de l'intérêt, de valider les premiers achats. C'est quand tu fais tes chèques et que tu sais pas si tu vas vendre tes produits, que tu as 370 personnes qui disent oh, non, mais je vais les acheter, t'inquiète, ça t'aide à dire bah, tiens, faisons un peu plus de produits. Et là, c'est pareil, on a cette communauté avec nous. Qui nous porte en fait. Et donc on fait naître. Donc cet aspect communautaire, vous le travaillez fortement, j'imagine, Ouais, aussi, on- ou on- c'est une velléité ou pas On va y aller encore plus. Ouais. On va y aller encore plus. On progresse à la mesure de nos moyens en fait avec l'équipe qu'on est aujourd'hui. Donc on progresse. C'est un vrai champ d'action sur lequel on investit beaucoup. Là, je te disais, on va produire des contenus justement pour inspirer la communauté, montrer ce qu'on fait avec nos produits au-delà des produits eux-mêmes, donner des idées d'inspiration en recettes. Et on vient de rajouter dans l'application en fait une fonctionnalité de notation sur laquelle tu peux noter et commenter en fait les produits. Donc chacun des produits, du coup, tu peux dire si tu l'aimes ou pas, leur mettre des étoiles et rajouter un petit commentaire, ce qui est une boucle de feedback ultra intéressante pour nous qu'on a associée avec une politique 4 étoiles où on refait le produit en fait. Donc en gros, soit tu vois, la majorité dit que le produit est canon, qu'il l'aime, etc. Soit on reformulera les produits. Ça nous arrivait sur un produit, justement avec les feedbacks de la communauté. C'est pour ça qu'on s'est dit on allait pousser dans l'application la boucle de feedback, qui est une bonne manière d'entretenir concrètement la relation avec les gens qui consomment tes produits. Et ce que tu fais pas quand tu es dans l'univers de la grande distrib, etc. Enfin, de manière extrêmement différente et extrêmement morcelée. Et donc là, on a eu la madeleine sur laquelle on avait une madeleine qui était un peu trop sèche, qui avait bon goût, mais qui était perçue comme trop sèche. Nous, on l'aimait bien comme ça, bien sûr, sinon on l'aurait pas commercialisé. Et du coup, on a fait bouger la recette, et ça prend quelques semaines en fait. Donc tu refais des tests, et ça c'est l'avantage d'être une marque alimentaire en fait, et non pas un distributeur. C'est-à-dire que dans un distributeur, tu changes, tu remets Bonne Maman devant, ou je sais pas quoi. Nous, on travaille avec Maison Le Goff, on refait des tests, on assouplit la madeleine, et toujours avec ce compromis enfin pas ce compromis, au contraire, sur de pas mettre tous les produits, tous les adjuvants techniques, t'es pas obligé de mettre sur l'étiquette, mais que tu as le droit de mettre dans tes compositions, qui sont des produits qui ne sont pas absolument indispensables, sauf pour travailler des exhausteurs de goût, des textures. T'en as plein. Nous, par exemple, les gâteaux apéro que tu vas voir, ils n'ont pas d'exhausteur de goût. Et en fait, quand on a fait les premières recettes, on avait des exhausteurs de goût dedans, donc c'était un bug de la recette, quoi. Et en fait, tu avais un goût de chèvre juste incroyable. Et en fait, on a enlevé l'exhausteur parce qu'on dit non, ça, on veut pas que ce soit dans nos produits. En fait, même si t'es pas obligé de l'écrire parce que c'est tellement petit, tu vois. Et du coup, et en fait, du coup, le produit était beaucoup moins gourmand. Et c'était un raté, quoi, tu vois. Donc on l'a enlevé assez tôt parce que sans l'exhausteur, ça marchait moins bien, en fait. Donc c'est hyper important de comprendre ça, c'est que en enlevant plein d'ingrédients chimiques, en fait, tu recomposes des recettes. Et là, et en fait, c'est pas ce que c'est pas ce que les faiseurs ils sont habitués à avoir comme cahier des charges de la grande distrib, parce que tu veux que le truc soit sur l'étagère pendant 2 ans, tu veux qu'il y ait le moelleux parfait, et puis tu rajoutes un peu de ça ou un peu de ça. Là, vous êtes encore au début, vous avez 140, j'imagine que vous allez vouloir augmenter. Ouais, on sera à 200 à la fin de l'année, on espère. Vous goûtez tout? Ouais.
Ouais, bah ouais, mais obligé. Et il y a un comité de goûtage, entre guillemets, Ouais, toutes les semaines, ouais. une à deux fois en fait, une ou deux fois par semaine. Ouais, bah, bien sûr. Avec une fiche et puis on note. Exactement, en fait, on l'a fait dans un. Enfin, c'est de la techno, Ouais. c'est plus des fiches. Ouais, ouais. Et donc, tu votes pour les produits sur l'organoleptique, donc le goût, l'odeur, l'aspect. Et puis tu dis si tu l'achèterais ou pas. Enfin, tu vois, tout ça, bien sûr, Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est bien répertorié et bien normalisé. Et on commence à inviter, pour ceux qui sont parisiens, les communautés et les influenceurs à venir chez nous participer aux dégustations. En fait. Et, Pour valider si un produit ou pas, c'est ça, ouais, c'est ça. peut être commercialisé. Ouais, exactement. Et donc, on commence aujourd'hui. C'est ce midi là. Ouais. Du coup, c'est ma stratégie pour pas prendre 10 kilos, c'est de faire contribuer aussi la communauté. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Tu m'as pas répondu à la question OMI, ça vient d'où? Comment tu as inventé? Vous avez inventé ce nom? Gastronomie, agronomie, plein de choses en OMI. Et en fait, on aimait bien 4 lettres, dispo.fr, sympathique, le homie, tu vois, du pote, la maison, home en anglais. Donc c'était un petit nom jovial qui allait bien en fait. Et compagnie. Et compagnie, parce que sur le chemin, nous, on va certainement faire monter d'autres produits avec nous dans le camion. D'ailleurs, pas forcément que alimentaire, même si aujourd'hui on est vraiment axé alimentaire. On se dit que une de nos propositions de valeur, peut-être la principale, c'est ce tiers de confiance, celui qui fait le boulot et qui te donne les preuves quand tu veux aller regarder en fait. Et du coup, vu qu'on a axé notre stratégie aujourd'hui sur la baisse des charges mentales, parce qu'en fait c'est ce qu'on est, c'est-à-dire que tu as la bonne sauce tomate au bon prix, avec le bon goût et qu'elle ait des vertus écologiques et économiques, bah, normalement, tu vois, une fois que tu as trouvé ta marque, tu vois, il n'y a pas beaucoup de raisons, si en plus les produits sont bons, de vouloir changer. Et donc on se dit que ça c'est dans plein de registres aussi où ça peut rentrer en fait. Donc on est à l'antithèse de la marketplace, tu vois. Greenwiz vient de lancer, je crois, 50 000 produits. Je vais peut-être dire des bêtises, il y en a plus. Mais donc là, en fait, c'est le truc classique, Amazon, Pure Player. Et tu mets l'offre principale, et puis tu mets en avant les produits qui se matchent le mieux, et puis battez-vous. Quoi. Donc battez-vous les marques pour trouver, et puis toi, consommateur, vas-y, avec tous les travers qui sont quand même hyper chiants. J'ai construit une marketplace. Et quand tu vas sur Fnac, en fait, c'est toujours cette histoire de t'as pas la garantie parce qu'en fait, t'as pas acheté Fnac, c'est livré différemment et tout. Donc il y a quand même des enjeux assez durs en fait quand tu es les marketplaces numéro 2, là où la numéro 1, Amazon, fait un travail juste que je trouve remarquable, d'expérience depuis des années avec des investissements hyper inspirants, moi je trouve. Le travail réalisé, enfin en tout cas très non mais t'as parfaitement raison, hyper solide. Et donc nous c'est pas ça, nous en fait c'est on a deux sauces tomates, une épaisse et une légère, fluide pardon, parce que c'est deux goûts différents et c'est deux manières de cuisiner, tu vois, un peu plus compact ou alors plus légère que tu mets dans tes pâtes directement. On a 5 chocolats, chocolat noir, chocolat noisette, chocolat au lait, chocolat pâtissier et un chocolat noir à la fleur de sel, qui sont un peu, tu vois, les classiques. On a fait donc 3, puis on a rajouté 2 là. Et en fait, notre proposition de valeur, c'est celle-ci en fait. Tu veux un très bon chocolat, bah, nous, il est très bon notre chocolat, mais au défi de toi et tes auditeurs de me dire qu'il est pas bon en fait. Peut-être que ce sera pas ton goût, mais en tout cas, je suis assez sûr de l'impact qu'il a. Et du coup, en fait, c'est ça notre proposition de valeur. Si tu veux déguster apéro, on en a 4 ou 5, des confitures, on a les grands basiques, etc. Donc, c'est le complément parfait des gens qui aiment les bons produits, qui veulent aller au marché, tu vois. Moi, je suis un mec de marché, j'adore aller au marché. Je vais choisir mon poireau, je veux ces tomates-là, je discute avec le gars, mon poissonnier. Donc, j'aime bien cet univers-là. Et après, sur l'expérience autour de ce qui est autour du frigo, donc... je pense qu'il fallait créer quelque chose de différent sur lequel tu retrouves le même plaisir, la même sélection. Tu vois, moi j'adore aller dans l'étal du poissonnier, lui dire qu'est-ce que tu me conseilles, c'est quoi le bon poisson, et il me conseille un truc, et en général t'es content, tu découvres et t'as un beau produit, quoi. Donc c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec ce traceur DNVB et cette capacité opérationnelle typée pure player en fait. C'est-à-dire, tu vois, tu te dotes en fait des moyens pour aller directement sur ton consommateur. Donc voilà. Écoute, Christian, je pense que tu nous as défendu au mieux. On est à 1h21 d'enregistrement.
On était parti sur 3/4 d'heure, 1 heure. Mais le sujet est tellement passionnant. Et puis, tu es Génial. tellement passionné par ce que tu fais. Effectivement, les enjeux nous dépassent et tu essayes finalement d'y répondre au mieux avec Omi. Je voudrais remercier également Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco qui sponsorise cet épisode. Vous remerciez, vous, auditeurs, vous êtes toujours plus fidèles et plus nombreux. Merci pour les différents messages que vous me faites parvenir via le site lesdigitaldoers.com où vous pouvez aussi retrouver la revue de presse hebdo du retail et du e-commerce en France. Christian, merci 1000 fois pour le partage, pour la qualité de notre conversation qui était vraiment sincèrement inspirante. Bon courage, bonne chance pour la suite et puis à bientôt. Ouais, ravi. Merci de m'avoir accueilli, Cyril. Et donc ravi de vous donner un code promo à tous, là, voilà. Doers sur le site. Pour découvrir Omi et on attend vos feedbacks avec plus grande impatience. Génial, merci pour tout, à bientôt, au revoir.